après 30% de hausse, 30% la semaine dernière pour le pétrole. Il poursuit sa flambée, on était à 120 $ à l'ouverture en Asie, on est autour de 105, ce qui fait quasiment 60% de hausse là, sur quelques jours depuis le début de la guerre en Iran. Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. On est dans un scénario noir quand même, parce que le point de départ, c'est la fermeture de ce fameux détroit d'Ormuz, que maintenant tout le monde connaît, par lequel transite 20% du gaz, du pétrole dans le monde. Et c'était le scénario noir d'imaginer. C'était très théorique. On a toujours dit, peut-être qu'il sera fermé ce détroit, mais on n'y croyait pas. On y est. Aujourd'hui, on y est. Et c'est pour ça que, légitimement, le pétrole est à 105, 110 $. C'est logique au final. Oui. Oui, c'est tout à fait logique parce que l'économie mondiale a besoin du pétrole et que ce passage de transit des détroit d'Ormuz est très important. Donc vous l'avez dit, 20%, on est même au-dessus, je crois, pour le gaz. Et 20%, c'est 20 millions de barils jour, quoi. Hein. Ben, oui, parce que c'est 100 millions de la production tout de... à fait. Et c'est un scénario qui est tout à fait légitime, d'autant que quand on regarde ce que fait l'Iran, finalement l'Iran n'a pas d'aviation ou très peu. Ils ont des drones basse portée, mais qui sont très efficaces, et le pétrole, pour faire pression sur les Américains, sur l'économie mondiale, et pour finalement, quelque part, pousser Trump répondre... à rétropédaler. Et alors, peut-être pour pousser Trump à rétropédaler, encore qu'on ne voit pas trop. Enfin, il a promis des actions imminentes, Donald Trump, pour relâcher la pression sur les marchés. Il n'a pas été très clair sur le détail. Qu'est-ce qu'il peut faire? Parce qu'on a parlé d'escorter les navires, les tankers à travers ce détroit d'Ormuz par la marine américaine. Voilà, il y a, c'est resté sans effet, il y a l'idée de donner des garanties aux navires, aux transporteurs, parce que les compagnies privées ne garantissent plus, ou à des prix qui, je crois qu'elles ne garantissent plus quasiment. Et donc voilà, mais pour l'instant, on est dans le flou absolu. Qu'est-ce qui se passe, avec une évidence, c'est que y compris les producteurs du Golfe sont potentiellement menacés. Et on comprendrait bien que dans la stratégie iranienne... Ils produisent moins. J'ai vu Émirats Arabes Unis, Koweït, Irak. Même s'ils produisent, ils peuvent plus transporter. Donc, au bout d'un moment, ils arrêtent de produire, effectivement, ou ils réduisent les flux de production. Donc, effectivement, le prix du pétrole monte parce que le pétrole, tout le monde en a besoin. La facture pétrolière, alors, pour vous donner un ordre d'idée, 20 $ de hausse des prix moyens du pétrole, c'est à peu près 1% du PIB mondial. C'est pas rien. Une facture pétrolière qui était à peu près à 2,5% du PIB mondial, donc qui a plutôt baissé. On a connu des pics bien au-delà, autour de 4%. Mais vous voyez que 20 $, alors il faut pas, c'est pas 20 $ sur 2 semaines, bien évidemment, mais qui perdure, c'est un impact on sur est largement là. Mondial. Là, on s'est pris 40 $ quand même. 40 $ en 10 jours. Alors, quand on regarde les épisodes précédents, vous avez pu avoir des pics. Alors, à l'époque, c'était, je crois, 90 $ après l'invasion du Koweït par l'Irak. On est monté à 90 $, on est redescendu tout de suite derrière. Je ne sais même pas si ce n'était pas une semaine après. Donc ça peut être très bref, parce que effectivement. Mais si le trafic dans le détroit d'Ormuz reste à l'arrêt pendant plusieurs semaines, parce qu'on dit que 10 millions de barils jour vont manquer à l'appel, au minimum. Tout à fait. Pour répondre tac au tac à votre question, je dirais l'économie mondiale serait proche de l'arrêt. Voilà. Si on est dans une situation où les détroits d'Ormuz est bloqué durablement, alors après, vous pouvez peut-être... Il y a d'autres chemins qui ne sont pas aussi faciles et aussi commodes que ça, parce que s'ils étaient aussi praticables et aussi accessibles, vu les menaces qui pèsent sur ces détroits d'Ormuz depuis des lustres, on aurait déjà développé, ce qui n'est pas véritablement le cas. L'autre chose, c'est une baisse des sanctions à l'égard de la Russie, qui ne mettrait pas l'Europe forcément dans une position très confortable, mais qui est tout à fait envisageable du côté américain. Voilà, on a aussi un petit peu, quand même, on peut jouer sur les réserves stratégiques.
Mais là encore, on ne fait pas face à un choc durable avec nos réserves stratégiques, quoi qu'il en soit. Donc, véritablement, aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas d'accalmie et tant qu'on ne revoit pas d'espoir d'une issue rapide à ce conflit, les prix risquent encore de monter. Mais qui va pallier la défection, entre guillemets, où c'est le Koweït, les Émirats arabes unis, l'Irak, qui baissent leur production? S'il y a moins de barils produits et des barils qui ne circulent plus, où on trouve les barils? On n'en trouve pas beaucoup. Donc, alors les Américains peuvent produire un peu plus parce qu'il y a un prix qui est aujourd'hui qui permet une rentabilité de la production. De là à se substituer complètement à ces pertes, on n'y est pas. Donc il n'y a pas de possibilité aujourd'hui. Il est où le plafond sur le cours du baril? Le ministre qatari, on en a parlé, de l'énergie, qui dit si la situation ne revient pas à la normale dans le détroit d'Ormuz, le prix du baril pourrait, d'ici 2-3 semaines, être à $150. On est sous les 110, ça fait 30 de plus, 30-35%. Vous savez que cette nuit, on était quand même plus proche des 120, donc on peut faire $30 en une nuit. Il suffit que la situation, que les frappes s'accentuent, qu'il y ait je ne sais quel événement qui vienne ajouter du stress pour effectivement... je ne pense pas qu'il y ait véritablement de limite aujourd'hui. On peut évoquer 150, je pourrais évoquer 200. Maintenant, est-ce que c'est le scénario le plus probable et pour combien de temps? C'est plutôt ça la question d'ailleurs. La durée est essentielle. On va peut-être toucher des $200 et si on les touche une nuit ou une semaine, qu'on y reste, c'est sans impact. Enfin, tout dépend où on revient derrière et dans quel contexte. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas le dire. On ne peut pas le dire. On ne sait pas le dire. C'est la récession ou pas? Potentiellement, c'est la récession ou pas? Quasi immédiate. Quasi immédiate pour d'abord les Européens, les Asiatiques et in fine pour les Américains qui sont également très sensibles. Alors, pourquoi il y a récession? Parce que les gens n'achètent plus d'essence, parce que c'est trop cher, parce que les entreprises qui D'abord parce que les entreprises, d'abord c'est un choc de pouvoir d'achat énorme, donc effectivement peut-être que les gens n'achètent plus d'essence, mais s'ils n'achètent plus d'essence et qu'ils ont besoin de leur véhicule pour aller travailler, ils ne vont plus travailler. Donc c'est un choc à ce niveau-là, un choc de pouvoir d'achat considérable. Vous payez votre échéance et du coup vous payez pas autre chose. Il y a aussi l'aspect géopolitique et l'impact sur le tourisme. Il ne faut pas oublier. Vous avez vu tous les témoignages de personnes qui étaient à Dubaï ou autres. Toute cette région, tous ces pays du Golfe attiraient de plus en plus de flux touristiques. Aujourd'hui, vous avez une interruption complète, bien évidemment. Probablement que ça va laisser des marques, parce que ce sont des zones qui étaient considérées comme safe et qui ne le sont plus. Et ça peut marquer. Vous avez l'effet sur les entreprises, bien évidemment. Les entreprises qui non seulement vont payer beaucoup plus cher et des entreprises qui sont fortement consommatrices, beaucoup plus cher, le gaz et l'énergie dans leur globalité. Donc en général, ça ne met vraiment pas beaucoup de temps pour se traduire par des chocs de croissance très, très, très rapides, potentiellement significatifs. Et puis après, on revient à la question de la durée. Et plus ça dure, bien évidemment, plus c'est important. Alors, vous avez également l'augmentation des taux d'intérêt et on le voit par exemple aujourd'hui, si on reprend la situation européenne, on pouvait escompter quand même une petite reprise immobilière avec toutes ces distorsions selon la typologie, etc. Mais il y avait quand même un début d'amélioration, c'est-à-dire quelque chose qui a considérablement pesé sur la conjoncture qui était censée disparaître un petit peu des perspectives. Aujourd'hui, une grande incertitude, bien évidemment. J'imagine que sur les conditions de financement, ça va être également un sujet additionnel pour resserrer le crédit ou l'offre de crédit. La hausse des taux, bien évidemment, qui arrive vraiment à mauvais moment. Alors, si vous me dites par-dessus cela, le plus probable, c'est quand même que la BCE soit très inquiète sur l'inflation et qu'elle finisse par remonter ses taux d'intérêt. Alors là, je vous dis, au secours, on part tout en courant. Enfin, voilà, tous ces scénarios-là. Et puis, le coût pour les États. Le coût pour les États d'un conflit, le coût pour les États d'un ralentissement ou d'une récession économique qui fait partie de l'équation. Véronique, et on finit là-dessus sur le pétrole, on sent bien qu'il y a un glissement chez les investisseurs qui, au début, anticipaient une
une guerre qui serait courte et le pétrole à 110 $, peut-être 120 ce soir, c'est qu'aujourd'hui, on sent que cette guerre va être plus longue que ce qui était prévu, sauf si Trump rétropédale, parce qu'il y a les midterms, effectivement, dans quelques mois. Oui, tout à fait. On sent que ce conflit, d'abord, a des germes qui sont très profonds, hein, et qu'à partir du moment où on a allumé l'étincelle, ça risque d'être difficile d'arriver à un terme. Hein, et que, quoi qu'il en soit, même si ce conflit finit par être assez rapidement moins nuisible sur les prix du pétrole et donc internationalement. Et donc déblocage des 3 d'Ormuz, on y revient. Hein, on y revient. La probabilité que la région du Golfe soit sous tension durable est quand même très élevée. Et ça change la donne. Alors ça change la donne via les prix du pétrole et le choc énergétique et inflationniste. Ça veut dire des banques centrales qui n'ont plus du tout, les perspectives de baisse des taux ont disparu. Hein. Aujourd'hui, on commence à imaginer que les taux puissent monter, y compris aux États-Unis. Hein. Ouais, quand vous regardez les futurs, on n'est pas très loin. Hein, alors que les marchés prévoyaient encore il y a quelques jours 2 ou 3 baisses de taux. Hein, ouais, la Fed. Et ça veut dire également que toute la logique des stratégies d'investissement, rappelez-vous, l'appétit de plus en plus important pour les pays émergents, notamment. Hein, on sortait des États-Unis et puis on allait investir dans le monde émergent pour de très bonnes raisons, hein, qui aujourd'hui... mais bonne raison parce qu'il y avait l'anticipation de baisse des taux de la Fed, de la baisse du dollar, qui aujourd'hui reprend de plus belle, et des fondamentaux de croissance plutôt solides. Aujourd'hui, tout ça est balayé d'un revers de manche, ce qui fait qu'il y a énormément d'incertitudes. Et pour l'instant, dresser des stratégies d'investissement est quasiment impossible. Vous ne pouvez pas dire « allez vous protéger sur les valeurs refuges, les obligations d'État, hein, dont les taux montent aujourd'hui, et ne montent pas beaucoup. » En réalité, hein. Par rapport au choc pétrolier qu'on a déjà dans les tuyaux, qui est déjà connu, on aurait dû avoir des hausses de taux bien plus significatives et des anticipations d'inflation implicites qui remontent plus. Ce n'est pas le cas pour l'instant parce que, encore, l'idée d'un conflit éclair, même si l'éclair dure un peu plus, domine encore. Ouais. Mais attention à cela. Et attention aux effets ricochets sur les autres matières premières. Je pense notamment aux soft commodities, enfin aux prix agricoles. Et ça, c'est peut-être la deuxième salve qui pourrait effectivement venir fragiliser l'ensemble. Allez, merci beaucoup. Explication signée Véronique Riche-Flores, présidente, économiste et présidente du cabinet RF Research. Merci. Merci David.